Cher Seigneur, je Je prie pour que tu sois avec nous pendant que nous étudions. Puissions-nous comprendre le monde dans lequel nous vivons des deux côtés du rideau de la grande controverse. Puissions-nous voir ce sur quoi le monde est divisé et sur quoi il se bat, pour que nous puissions aussi voir plus clairement ce pourquoi le ciel a été combattu et les choix que ton peuple doit avoir devant lui maintenant. Puissions-nous prendre des bonnes décisions, puissions-nous choisir non pas en fonction de nos émotions et nos sentiments, mais en fonction de la vérité. Je prie Seigneur que nous prenions des décisions désintéressées, non égoïstes. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Ce soir, certains participent et d'autres ne font qu'écouter. Ce soir, il y a un mélange de personnes. Certains peuvent parler, d'autres sont dans des situations où elles ne le peuvent pas. Donc, je vais essayer de ne pas les mélanger. Je comprends le problème et les circonstances. J'essaye toujours d'aller au point. Je n'essaye pas de faire traîner les choses. Mais le problème, c'est que il y a des points fondamentaux qui doivent être abordés en premier. Et comme nous avons voulu parler de l'aile gauche, je pense que nous avons beaucoup à gagner en regardant de plus près à l'aile droite et en essayant de comprendre quelle est la différence entre l'aile droite et l'aile gauche, parce que pourquoi Dieu se soucie-t-il de la politique à laquelle nous adhérons et pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte que nos politiques changent en 2018? Afin de comprendre le sujet, avant de discuter de l'aile gauche, nous creusons dans l'aile droite pour savoir ce qui motive l'aile droite. Et ce que nous avons dit qui motive l'aile droite, c'est cette lutte pour la liberté par-dessus tout, la liberté au-dessus de l'égalité. Et ce qui mobilise l'aile gauche, c'est aussi une croyance dans la liberté, mais une priorité pour l'égalité. L'égalité lorsque ces deux principes fondamentaux très importants entrent en collision. Donc les États-Unis sont le pays glorieux. Il se lève en 1798, c'est le roi du Nord, mais Babylone n'est pas le pays glorieux. La Médo-Perse ne l'est pas, ni la Grèce, ni la Rome. Alors, et les États-Unis le sont. Et pourquoi cela? Et je dis que les États-Unis sont le pays glorieux, alors que Rome ne l'était pas. À cause de cette croyance, la fondation de la nation sur les principes de la liberté et de l'égalité. Ce qu'Obama fait référence à leur histoire, à leur étoile polaire qu'ils n'atteignent jamais tout à fait, mais vers laquelle ils tendent toujours. Et s'ils continuent à tendre vers cette étoile polaire, il n'y aurait pas eu de loi du dimanche, il n'y aurait pas eu d'effondrement, pas de naufrage. Mais nous savons qu'ils ne s'en sortent pas bien. Et en essayant de comprendre comment les États-Unis font naufrage, comment tout va mal, nous avons ramené le tout à ces deux principes sous-jacents de liberté et de l'égalité. Et ce qui se passe quand ils entrent en collision, c'est qu'ils sont constamment en collision. Donc l'aile droite voit la liberté, l'égalité, entrer en conflit, choisit la liberté. L'aile gauche voit la liberté, l'égalité s'affronter, choisit l'égalité. Il y a donc cette expression, donne-moi la liberté ou donne-moi la mort. Je serai en désaccord avec ce que tu dis, mais je défendrai jusqu'à la mort votre droit de le dire ou votre liberté de le dire. Les gens se mobilisent autour de la liberté. Nous sommes donc allés voir les manifestations des camionneurs au Canada dans le contexte des mandats secrets et qui se mobilisent pour défendre la liberté. Ce sont des rassemblements de sans masque, pardon. C'est le parti United Australia qui appelle la liberté. Et je voudrais juste faire un point sur la facilité avec laquelle on peut entendre une expression comme
Je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je défendrai jusqu'à la mort ton droit de le dire. Ça sonne tellement bien quand on prend ce contexte et qu'on le met dans cette petite phrase amusante. Mais quand je l'ai entendu pour la première fois, j'ai pensé, oh, ça sonne bien. Je pense que je la posterai sur mon mur mon Facebook. Je pense que je voudrais vivre dans un monde qui dirait je défendrai ton droit de dire même les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, mais la façon dont c'est utilisé, cette expression, c'est en fait incroyablement toxique. La façon dont les gens glorifient la liberté. Nous avons parlé d'Hollywood, la glorification de la liberté constamment, après film, film après film. Ils disposent le public dans des scénarios divertissants et mondiaux dans lesquels un État profond, un milliardaire corrompu, dans les collines, essaye d'exterminer en masse un grand nombre de personnes. Des scénarios comme celui-ci où un robot, la suppression de la liberté des gens pour le bien de tous. Et puis après, vous avez un héros américain armé qui va tuer beaucoup de gens et se frayer un chemin à travers les pays étrangers et pour sauver les libertés du monde. Et je ne crois pas que l'accent mis par Hollywood n'a rien à voir avec la façon dont les gens d'âge moyen et les jeunes aux États-Unis considèrent aujourd'hui leur combat pour la liberté. Par exemple, George Soros, contre l'État profond qui les prive de liberté. Pour beaucoup de gens, je pense qu'ils essaient de vivre le film hollywoodien. Donc nous avons vu ces expressions. Il y a une autre expression qui m'est venue à l'esprit alors que je réfléchissais. Et je pense que c'est une raison fondamentale pour laquelle le monde est en désordre aujourd'hui. Je vais demander à ceux qui ont leur caméra allumée l'expression, les gens ne se souviendront pas de ce que vous dites, ils se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Je vois des gens qui hochent la tête. Pouvons-nous prendre un moment pour penser à quel point c'est faux? La priorité n'est pas ce que vous dites ou ce que vous faites. Ce que les gens retiendront de vous, c'est la façon dont vous les faites se sentir. Quel était le problème à l'époque de Christ? Comment se sentaient ces pharisiens nationalistes quand Jésus est arrivé? Comment son message les a-t-il fait sentir? Ils ne se sont pas souvenus de ce qu'il a dit. Rien de ce qu'il a dit n'a d'importance. Ce qui comptait, c'était la façon dont le Christ faisait se sentir les gens. Et le problème, c'est qu'il ne les a pas fait se sentir très bien. Quel était le problème avec Ellen White? Les gens ont cessé de se soucier de ce qu'elle disait. Elle a écrit de façon si prolifique parce que les gens n'écoutaient pas. S'ils n'avaient pas écouté ce qu'elle disait, elle aurait probablement eu en dire beaucoup moins, mais elle continue à écrire, à se répéter parce que les gens ne se soucient pas vraiment de ce qu'elle dit, se souciaient de ce qu'elle disait ou de ce qui elle était et de ce qu'ils ressentaient. Pourquoi un nationaliste russe en Russie aujourd'hui ne croit-il pas les membres de sa propre famille en Ukraine qui lui montrent des photos de ce que la Russie a fait en Ukraine? Si un Russe qui a idolâtré Vladimir Poutine pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, et construit ce modèle nationaliste où Staline était un héros, où leur pays est persécuté, où ils sont les victimes, où Vladimir Poutine est ce grand héros masculin élevé pour ramener la gloire dans leur pays après avoir été humiliés à la fin de la guerre froide, et leur identité personnelle est tellement formée autour de cette image, et puis ils entendent un rapport qui dit au fait, Vladimir Poutine est un menteur, votre armée est faible, elle commet un génocide et des crimes de guerre, et la majorité du monde, certainement aux États-Unis, ne vous aime pas en ce moment.
Pourquoi ne veulent-ils pas accepter la vérité maintenant? Parce que tout ce qui est connecté sur leurs croyances, ce n'est pas ce que les nouvelles ou les informations leur disent, c'est ce que ces informations leur font ressentir. Ces expressions sont incroyablement toxiques et pourtant, elles sont célébrées comme étant belles. Les gens les mettent sur leur statut sur Facebook et elles pensent que ce sont des très bons principes. Quand quelqu'un dit quelque chose qui les met mal à l'aise, ils sortent cette expression et la mettent sur leur Facebook et disant les gens ne se souviendront pas de ce que tu fais ou de ce que tu dis, mais ce qui compte, c'est ce que tu leur fais ressentir. C'est vrai, tout dépend de ce qu'on fait ressentir aux gens. Mais la raison fondamentale pour laquelle la majorité de la terre est perdue et sera perdue, les gens d'aujourd'hui disent je ne suis pas encore dans ce mouvement parce que les leaderships m'a fait me sentir, je me suis senti aimée et acceptée par les membres. Et je pense que c'est fondamentalement égoïste. Quand nous exposons le problème du monde aujourd'hui, l'étendue du sexisme et de la misogynie, ce que ça fait aux femmes et aux LGBT. Disons qu'il y a cette maladie qui tue des milliers de personnes et nous avons un vaccin pour y remédier. J'espère que nous ne nous soutiendrons pas ce vaccin uniquement parce que certaines personnes qui l'ont créé nous ont fait nous sentir bien dans notre peau ou nous ont fait nous sentir aimés et acceptés. Nous devons aller à l'essentiel. Et c'est pourquoi nous sommes dans ce mouvement. Et ces expressions sont agréables, mais pour être honnête, elles me font me sentir désespérée. Nous pouvons donc dire, les gens ne se souviendront pas de ce que vous dites, mais elles se souviendront de ce que vous leur avez fait ressentir. Les gens peuvent dire, ils sont dans ce mouvement parce qu'on les a fait se sentir bien. Je pense que ce n'est qu'une question de temps pour qu'elles ne soient plus là. Parce qu'un jour ou l'autre, je ferai en sorte que les gens ne se sentent pas bien. C'est inévitable pour moi, je pense. Mais aussi ces phrases autour de la liberté qui la célèbrent et défendent la liberté et la liberté d'expression. Oui, c'est un principe fondamental, la liberté importante du pays glorieux. L'Éden est un pays glorieux, ainsi que l'ancien Israël, malgré tous ses problèmes. Les États-Unis en tant que pays et la terre nouvelle. La liberté est un principe fondamental, mais la liberté et l'égalité se heurtent en particulier sur les questions des droits civils de ceux qui, à travers le cours du péché, à travers l'histoire, en particulier d'Ève et de Cham, ont été supprimés par la société. L'enseignement du Christ en parabole était conçu pour mettre les gens mal à l'aise. Je cite quelqu'un. Donc, si le Christ était conçu pour mettre les gens mal à l'aise et que toute la société semble convenir que les gens ne se souviennent pas de ce que vous dites, ils se souviennent de ce que vous leur avez fait ressentir, y a-t-il une question ou une surprise à savoir pourquoi le Christ a été crucifié? Si les gens pensent que ces expressions sont positives sans creuser plus profondément, cela montre pourquoi, vous savez, je peux présenter quelque chose, camp meeting après camp meeting, puis je vois que quelqu'un met sur son statut, vous savez, une personne vraiment géniale, quand ils reconnaissent qu'ils ne savent pas grand-chose. Et ce sera ces petites expressions, j'ai réalisé. Il n'y a rien que je puisse dire qui puisse rivaliser avec essentiellement un même. Mais je voulais juste mentionner que dans le contexte de l'examen de l'aile droite contre l'aile gauche, l'égalité contre la liberté, la glorification est toujours donnée à la liberté. Nous avons ciblé l'aile droite depuis 2018 et nous l'avons fait d'un point de vue prophétique, ce qui a rendu les gens ne se sentent pas bien.
non seulement en 2018, mais aussi en 2019, 2020, 2021, et ça continuera en 2022. Elle met les gens mal à l'aise. Mais les gens doivent aller au-delà de ce qu'ils ressentent et regarder ce qui est réellement présenté. La liberté contre l'égalité. L'égalité doit gagner. C'est le conflit en Éden. C'était le choix qui a été donné à Adam et Ève. On leur a donné là parce que c'était un mécanisme de vote entre deux partis politiques. En mangeant la pomme, ce n'était pas une décision morale, mineure de Dieu disant « Je ne devrais pas, mais j'ai vraiment faim, je suis un peu curieux. » Il s'agissait d'un système de vote. Satan a présenté un autre type de gouvernement, un type de gouvernement qui privilégiait la liberté à l'égalité. Et comment Ève s'est-elle sentie? Elle s'est sentie bien. Elle a oublié ce que le Christ avait dit et elle s'est souvenue seulement de la façon dont le Christ et les gens qui lui avaient présenté le gouvernement de Dieu l'avaient fait se sentir. Et elle a choisi celui qui la faisait se sentir le mieux. Et Adam, quelle que soit la façon dont il est présenté, n'était pas vraiment très différent. Il a vu un système de vote et il n'a pas voulu trop y réfléchir, il l'a fait à la hâte. Parce qu'il a réalisé les conséquences de rester avec le gouvernement du Christ et ce qu'il perdrait. Et il aimait la façon dont sa vie actuelle le faisait se sentir. Ainsi, au cours des dernières années, nous avons ciblé le christianisme, nous avons ciblé le protestantisme, plus particulièrement le catholicisme, mais nous nous sommes adressés à ce segment, le protestantisme, ce segment de la base de Donald Trump. Et j'ai remarqué une tendance très rapidement où les gens pensaient que tout ce qu'il fallait faire était de critiquer le protestantisme, de critiquer le christianisme et de repousser le protestantisme et le christianisme et d'embrasser davantage le monde séculier, le problème serait résolu. C'était le type de croyance non exprimée, mais croissante dans le mouvement, que le christianisme était la cause du problème et la totalité du problème. Ils ont vu donc le protestantisme qu'ils ont vu. Je pense que les gens ont pensé être la totalité de la base de Donald Trump et ce n'est pas le cas. Mais ils ont vu le protestantisme, le christianisme comme étant la cause du problème et la totalité du problème. Et en m'intéressant à l'aile droite, j'essaie de prouver que ce n'est pas la cause et ce n'est pas le tout, surtout en disant ce n'est pas la cause, mais en essayant aussi d'illustrer que nous ne pouvons pas non plus dire que c'est la totalité du problème. Et pour ce faire, nous avons consulté l'article de Vox, ainsi que beaucoup d'autres articles. Mais l'article de Vox, parce que je pensais qu'il donnait une forme nette sur un très large segment de la base de l'aile droite, qui n'est pas chrétienne. Et il parle de la Trinité. La Trinité de la droite ou de l'extrême droite aux États-Unis. Qui peut me dire ce qu'était la Trinité? Marie, te souviens-tu de ce qu'était la Trinité? Non, désolé, je ne peux pas me souvenir. Je pense que ça te reviendra quand ce sera dit. Catherine? Le libertarisme, l'athéisme et le militantisme pour les droits de l'homme. Oui, le libertarianisme, et n'oubliez pas le parti, ce n'est pas le parti politique, ce ne sont pas les adeptes du parti politique, mais la philosophie du libertarianisme. Et comment la philosophie libertarienne a impacté le parti républicain. L'athéisme et le droit des hommes. Merci Catherine. Le mouvement des forums des droits de l'homme, cette base entière. Est-ce que ça te permet de te rappeler? Yes, thank you. Oui. Yeah, thanks.
Alors, ce que je veux faire, c'est utiliser donc les groupes miliciens aux États-Unis, parce que si nous voulons parler de cette priorité à la liberté dans l'aile droite, alors je veux parler du libertarianisme en tant que philosophie, parce que nous avons lu la semaine dernière des citations d'un républicain disant « Le problème de mon parti est la philosophie libertaire, et cette philosophie libertaire est entrée et a grandement influencé le parti républicain dans l'histoire du mouvement des droits civiques environ 10 ans avant l'arrivée de l'Union, avant que le parti politique soit formé. Donc je veux vous montrer le lien entre le non-républicanisme et le non-protestantisme et les milices d'extrême droite aux États-Unis. Je veux vous montrer entre le libertarianisme et les milices. Nous avons lu des citations qui disent, on a lu des citations, on les a citées comme un fait. Donc, il y a une pipeline entre le libertarianisme et les leaders d'extrême droite. Il y a vraiment un lien entre ces deux-là. Et je voulais voir que l'extrême droite est large. Seul un très faible pourcentage d'entre eux font partie des milices. Je voulais donc parler des Pride Boys, des Oath-Keepers, mais les 3%. Et un mouvement un peu plus ambigu, sans leader. Comment s'appelle ce mouvement qui commence par un B? Que quelqu'un coupe le son et crie le nom. Oui, voilà, le mouvement Boogaloo. J'ai envie de discuter des 4, mais nous ne le ferons pas aujourd'hui car j'ai été distraite ce matin. Pour les personnes parce que nous avons des personnes qui sont nouvelles, donc si vous voulez poser une question, faire un commentaire, si vous pouvez lever la main dans la section du chat. Si vous allez dans le chat, vous verrez que Catherine, juste avant, elle avait mis un H et cette page, ce H signifie simplement une main. Et je sais que vous avez levé la main et que vous avez un commentaire ou une question. C'était juste pour expliquer comment se déroulent comme les classes. On ne coupe pas, on n'allume pas son micro et on coupe. On met un H dans le chat. Nous allions faire les milices et maintenant nous ne nous écartons pas. Au lieu de discuter du libertarisme, je veux discuter de l'athéisme. Maintenant, avec certaines de ces choses, c'est une classe, mais c'est un peu difficile parce que j'ai une sélection de points que je veux faire dans ces citations que j'ai en quelque sorte rassemblées, mais c'est interactif. Donc si, à un moment donné, vous vous sentez perdu, ou vous avez une idée à ajouter, ou vous voulez simplement répéter ce que je dis pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde, levez la main. Sinon, je risque de lire pas mal de choses ce soir et je sais que certaines personnes écoutent de toute façon en raison des circonstances. Donc, nous ciblons l'aile droite et un large segment de l'aile droite qui est plus jeune. Nous le voyons avec Gamergate, mais aussi avec l'investiture de Trump. Nous le voyons avec le 6 janvier. Il y a un groupe de jeunes, par exemple le grand-père qui regarde Tucker Carlson dans son fauteuil. Il y a ce mouvement croissant aux États-Unis qui reflète davantage l'aventure de l'avenir de l'Amérique, l'avenir séculier, un futur séculier de droite plutôt que du passé chrétien de l'Amérique. Et c'est ce segment que j'essaie de faire ressortir et d'illustrer.
Ce sont eux, je crois, qui devraient nous préoccuper le plus. Nous avons ciblé le protestantisme parce que c'est là que se situe ce mouvement, c'est là que se situe l'adventisme. Mais en élargissant les autres parties de l'aile droite aujourd'hui, nous avons vu ce qui est décrit comme la Trinité, les droits de l'homme, le libertarisme et l'athéisme. Je veux parler de l'athéisme parce que si nous sommes dans un monde post-chrétien, ce que nous avons convenu de faire, si les États-Unis sont également post-chrétiens, alors nous pourrions penser que si le christianisme était la cause et la totalité du problème, tout irait mieux, n'est-ce pas? Mais je veux suggérer pourquoi ce n'est pas le cas. Et c'est en grande partie à cause de cet athéisme. Et je sais que certains d'entre vous m'ont envoyé des documents où l'athéisme est abordé. Donc certains d'entre vous ont peut-être un peu d'expérience dans ce que nous appelons le nouvel athéisme. Alors, le nouvel athéisme a été inventé par le journalisme en 2006 pour décrire les positions ou la position adoptée par de nombreux athéismes éminents au XXIe siècle. Il y a l'athéisme du XIXe siècle, du XXe siècle et du XXIe siècle. Mais en rentrant dans le XXe siècle, ils ont vu des changements au sein de l'athéisme en tant que collectif et mouvement. Et avec ce changement au XXIe siècle, en 2006, le terme a été inventé, un nouvel athéisme. Et ce nouvel athéisme est beaucoup plus... Ils n'aiment pas ce mot, mais ils sont décrits comme des fondamentalistes. L'athéisme du XXe siècle, des années 1900, c'était un peu comme si vous étiez cette personne et que vous étiez aussi athée et que vous ne vous impliquiez pas dans la religion. Le nouvel athéisme croit qu'il ne devrait pas y avoir de tolérance de la religion. Au contraire, la religion et son lien avec la superstition et l'irrationalisme devraient être recensés, critiqués et remis en question par des arguments rationnels, surtout lorsque la religion exerce une influence sur le gouvernement. Ainsi, les nouveaux athées sont beaucoup plus militants que ceux du siècle dernier. Ce sont les leaders athées qui se sont particulièrement coalisés après 2001. Et ce qu'ils combattent, c'est l'influence des religions sur le gouvernement, ce avec quoi nous devrions être d'accord pour un adventiste qui serait profondément opposé à l'Église et à l'État. Mais rappelez-vous, j'ai dit que le libérianisme est également opposé à l'Église et à l'État. Et si le libertarianisme a un rôle dans la loi du dimanche, si la philosophie libertaire est un moteur clé pour la loi du dimanche, alors nous devons considérer comment nous décrivons l'union de l'Église et de l'État dans nos dispensations. Si tout ceci est confus ou dérangeant, faites-le moi savoir. Donc le nouvel athéisme. Alors c'est un terme inventé en 2006. Mais il s'agit d'un groupe de 4 hommes en particulier. Il y en a 4 qui ont ouvert la voie. Ils ont vraiment ouvert la voie au nouvel athéisme. Et le nouvel athéisme était une réaction au 11 septembre. En 2004, un livre a été publié intitulé « La fin de la foi, la religion, la terreur et l'avenir de la raison ». C'était un livre très influent, donc qui attaque la religion et qui dit que nous avons besoin de l'avenir de la raison. La fin de la foi.
Et ce livre a été écrit par un homme nommé Sam Harris. Quelqu'un connaît-il Sam Harris? Si vous le connaissez, je ne vais pas vous interroger, je veux juste savoir. Je serais curieuse de savoir s'il est connu. Un de ces noms où ils se font un peu dans le décor. Ce livre, donc La fin de la foi, de la religion, de la terreur et du futur de la raison, est devenu un best-seller aux États-Unis. Et puis, au cours des 2 années suivantes, quelques autres livres sont sortis par des auteurs athées. Et dans ce livre, Sam Harris est très critique à l'égard de l'islam, en particulier de la partie de celui-ci qui parle de terreur, mais aussi du christianisme et du judaïsme. On lui a posé une question, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre en premier lieu? Il a répondu le 11 septembre. Ils ont dit le 11 septembre, il dit j'étais en train de l'écrire le 12 septembre. Le 12 septembre, j'écrivais ce livre, c'était ma réaction instantanée. Ce que je veux que nous voyions, ce qui arrive là, c'est ce nouvel athéisme est une réponse directe aux attaques du 11 septembre. Parce que ce qu'ils croient, c'est que la religion est à l'origine des conflits mondiaux et du mal dans le monde aujourd'hui. Et ils voient le 11 septembre, ils considèrent que c'est la religion qui a fait ça. Et donc, il va commencer à cibler la religion. Il commence à écrire un livre qui est publié quelques années plus tard, en 2004. Et il y a aussi un flux de livres qui sortent également par ces auteurs athées. Les gens, le contexte sur ce point, par exemple, la guerre froide a été la période la plus proche de l'année. Et elle n'est pas basée sur la religion. C'est un pays athée. Donc, si vous voulez voir la religion comme étant la cause, il vous faut le justifier. Parce que Vladimir Poutine utilise la religion comme une marionnette. Les gens le contestent sur ce point, mais parce que la religion, parce qu'ils pensent que la religion est la cause fondamentale des conflits dans le monde aujourd'hui. Ensuite, 2006. Richard Dawkins. Alors, levez la main dans le chat si vous le connaissez. Beaucoup de monde le connaissent, les gens lèvent la main, donc il est plus connu que Sam Harris. Et voici, lui, il a écrit L'illusion de Dieu, son livre. C'est également un des livres qui est publié. Et en 2006, les gens donnent un nom à cette nouvelle vague d'athéisme et un peu d'un changement au sein de l'athéisme. Ainsi, en 2006, 4 athées de premier plan se réunissent chez l'un d'entre eux pour une discussion non modérée de 2 heures. L'événement est enregistré sur vidéo et il l'intitule Les 4 cavaliers ou chevaliers. Il l'intitule Les 4 chevaliers. Car ils sont 4 et ils s'inspirent de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils s'appellent eux-mêmes les 4 cavaliers et je soupçonne qu'ils pensent que ça leur donne un air plutôt cool.
Nous connaissons déjà deux d'entre eux. L'un d'entre eux est Richard Dawkins. Ils sont encore connus aujourd'hui comme les 4 cavaliers. Ils sont encore connus aujourd'hui comme les 4 leaders, penseurs rationnels, leaders de l'athéisme au XXIe siècle. Richard Dawkins était l'un des hommes avec lesquels il a rencontré les autres. Donc, il y avait donc Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens et Daniel Bennett. Il y avait une femme invitée, mais elle a dû annuler à la dernière minute. Je vais mal prononcer son nom. Ayaan Hirsi Ali, elle est née en Somalie et a fui aux Pays-Bas pour échapper à un mariage arrangé, s'est engagée dans la politique néerlandaise. Elle est devenue athée, rejetant la foi islamique. Elle est devenue une opposante farouche à l'islam, en particulier en ce qui concerne les femmes. Elle a participé à la production du film Submission, pour lequel son ami Theo Van Gogh a été assassiné. Lorsqu'il a été retrouvé assassiné, une menace de mort à son encontre était épinglée sur sa poitrine. C'est donc avec le féminisme à l'esprit qu'elle est devenue une porte-parole athée, très opposée à l'islam. Et ces hommes attaquent également le christianisme et le judaïsme. Mais dans le monde de l'après 11 septembre, ils se sont concentrés sur l'islam. Mais elle est maintenant considérée comme la 4e femme de l'Apocalypse. La 4e femme. Parce que l'un de ces hommes est décédé, alors qu'elle est considérée comme prenant sa place d'une certaine manière. Et je vais lire l'un de mes articles préférés parce que beaucoup de ce que j'ai à dire sur eux n'est pas agréable. Donc le premier document était Rachel. Je pense que vous avez répondu en reconnaissant que vous connaissez Richard Dawkins. Je ne sais pas si quelqu'un veut parler. Alors, c'est un article du Guardian. Je vais entrer dans les positions de ces hommes, mais j'ai pensé que ce point du Guardian était pertinent. À bien des égards, la conversation semblait déjà datée dans ses préoccupations politiques, en particulier dans l'idée avancée par Hitchens que la guerre sainte était la plus grande menace existentielle pour la civilisation. Puis le Guardian, l'auteur intervient et dit « Il n'y avait rien de sain dans la guerre froide qui nous a amenés le plus près du bord de l'Armageddon planétaire et la Corée du Nord n'est pas une théocratie. » Et Hitchens, l'un des hommes qui est interviewé, dit « Je pense que c'est nous, puis la 82e et 111e portée qui sont les véritables combattants de la laïcité en ce moment. Ceux qui combattent vraiment l'ennemi principal. » Donc ce que ces hommes disent, c'est que le régiment en Irak, le régiment en Afghanistan et ces 4 hommes sont les 3 groupes qui se battent pour la laïcité contre la religion. Et je pense que l'article du Guardian n'est pas très impressionné par ces hommes lorsqu'ils disent les autres cavaliers reconnaissent volontiers qu'ils sont tous très courageux. Mais ils étaient en faveur de la guerre en Irak. Certaines de leurs positions n'ont pas été très bien accueillies, mais pour eux, il s'agissait d'un combat pour la laïcité, un combat contre la religion, car la religion est ce qui a fait tomber les tours jumelles. La religion est la raison pour laquelle les guerres ont été menées. La religion est ce qui blesse les gens et les tue. Nous pourrions donc aborder ces hommes et le nouvel athéisme de plusieurs points de vue critiques différents,
Mais de quel point voulons-nous l'aborder? What do we want to find out their views on? Sur quoi voulons-nous connaître leurs opinions? Gender. Sur le Is genre. it that the perspective we're going to? N'est-ce pas la perspective So I'm going to approach que nous allons it from the adopter? context of gender. Donc, je vais l'aborder dans le contexte du I'm genre. going to start with Sam Harris. Je vais commencer par Sam Harris. Pour rappel, l'athéisme change après le 11 septembre. C'est une forme d'athéisme plus déterminée, à avoir un impact sur la politique et à changer le monde et à séparer la religion de la politique. Nous serions d'accord avec le troisième point. Et ils se défendent toujours en pensant que c'est une pensée rationnelle. Donc si vous vous reportez à l'article de Vox, l'homme qui a été interviewé longuement dans cet article, il parle du Gamergate, il parle du féminisme. Mais ce qu'il dit constamment pour défendre sa vision du monde, ce qu'il dit pour défendre sa vision du monde contre les autres, contre l'aile gauche, c'est que la sienne est fondée sur la pensée rationnelle. Est-ce que ça a du sens, Rachel? Est-ce que ça a du sens? As-tu également tiré cette notion de l'article, Vox? Désolée, Tess. Quelle était la question? Dans cet article Vox, et c'est un peu dans le contexte du Gamergate, ce que l'homme principalement interviewé, j'ai oublié son nom, comment défendait-il constamment sa position et ceux qui sont dans le même bateau que lui? Est-ce lui et ces hommes, ils sont les défenseurs de la pensée rationnelle? Ils sont les défenseurs de tout ce qui est rationnel dans le monde et c'est le féminisme et c'est là que ces quelques paragraphes introduisent la religion, que tout cela est irrationnel, c'est émotionnel, c'est superstitieux. As-tu trouvé cette perspective similaire dans l'article de Vox? Oui, oui, oui. Tu t'es coupé tu as été coupé juste à la fin. J'ai des problèmes techniques. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Ce que la perspective qu'ils apportaient. C'est Max, je pense, le nom de l'homme. Il semblait que chaque fois que ses opinions étaient contestées, sa défense sous-jacente était qu'il faisait partie d'un groupe de personnes, principalement des hommes, qui n'adhéraient pas à l'émotivité de l'aile gauche, qu'ils étaient centrés sur la pensée rationnelle. Et c'est pourquoi vous voyez ce lien avec la Trinité, avec la Trinité et l'athéisme. Ils voient le féminisme comme irrationnel, tout comme ils considèrent la religion et la croyance en Dieu comme irrationnelle. Pour revenir à Sam Harris, je veux juste partager l'écran un moment et montrer ces 4 hommes, afin que nous puissions relier les visages aux noms. Je vais nous amener à une photo qui date de 2007. Ce sont les 4 cavaliers. Ils sont toujours connus aujourd'hui comme les 4 cavaliers. C'est la réunion de 2007 qu'ils ont eue, qu'ils ont enregistrée. Donc en allant de droite à gauche, nous avons à droite Sam Harris. À gauche, je suis presque sûre que c'est Richard Dawkins.
right-eared, I believe, is Daniel Bennett. L'homme à côté de lui avec la barbe, je crois que c'est Daniel Bennett. So from left Et là, le quatrième à gauche, c'est Christian Hinkens, Daniel Bennett, Richard Dawkins et Sam Harris de la gauche vers la droite. Afin que nous puissions mettre les visages. Et maintenant, je vais parler de Sam Harris. Je vais donc le mettre en avant. C'est un vrai gourou aujourd'hui. Je pense que la meilleure façon de le décrire serait l'athée Jordan Peterson. Mais je pense que leurs publics peuvent souvent se chevaucher. Mon ordinateur est en train de se mettre à jour. C'est une photo de Sam Harris dont nous allons parler maintenant. Son influence aujourd'hui, je pense qu'elle s'étend probablement d'une certaine manière au-delà de ce qui s'est passé depuis 2001 avec cette génération qui continue, la génération actuelle des jeunes hommes pour la plupart. De la même manière que vous verrez Jordan Peterson ou Ben Shapiro, mais Jordan Peterson et Ben Shapiro ciblent moins la religion. Mais même si vous êtes un protestant aux États-Unis aujourd'hui, vous avez des fortes chances de croire à l'évolution. Ainsi, la base de ces hommes est assez large et ils ont une grande influence. En 2014, donc je sais que James l'a fait, je pense que c'était la semaine dernière, je pense que vous allez le faire bientôt, Brandon, mais l'un d'entre vous allait bientôt parler de 2014 et de tous les points qui se sont produits en 2014. En 2014, Sam Harris a été interviewé par Michelle Borsten du Washington Post et elle lui a demandé pourquoi la plupart des athées sont des hommes. Et il lui a répondu, je pense que cela peut avoir un rapport avec mon penchant personnel en tant qu'auteur qui est très critique des mauvaises idées. Il parle d'une manière très philosophique, je vais essayer de le paraphraser pour mon bien le vôtre. Donc il a dit il est un auteur et être un auteur vient avec un territoire que vous êtes très critique des mauvaises idées. Et il dit cela peut sembler très agressif pour les gens. Les gens n'aiment pas que leurs idées soient critiquées. Je vais citer et ensuite je vais paraphraser. Je pense que cela peut avoir un rapport avec mon orientation personnelle en tant qu'auteur qui est de critiquer les mauvaises idées, ce qui peut sembler très agressif parce que les gens n'aiment pas que leurs idées soient critiquées. Il y a quelque chose dans cette posture critique qui est dans une certaine manière intrinsèquement masculine et plus attrayante pour les hommes que pour les femmes, a-t-il dit. La variable athée a simplement cet élément. Elle n'a pas manifestement cette vibration de cohérence nourricière, de renforcement de la cohérence d'ostrogène supplémentaire que vous voudriez par défaut, si vous voulez attirer autant de femmes que d'hommes. Je ne vais pas paraphraser ça, Catherine, tu l'as entendu. J'aimerais que tu le paraphrases. Nous, les hommes, nous sommes vraiment bons pour penser de façon rationnelle et critique, et nous ne sommes pas du genre à nous occuper des enfants. Donc, par conséquent, parce que l'athéisme tend à exiger un esprit critique objectif, il attire plus les hommes que les femmes. C'est ainsi qu'il dit les choses. Je pense que c'est une représentation exacte. Les femmes ont cette vibration supplémentaire d'ostrogène, donc elles ont besoin de la construction de cohérence nourricière qu'il suggère. Dans la religion, mais aussi dans l'athéisme, on doit critiquer les mauvaises idées, ce qui est intrinsèquement masculin. Donc je veux que nous nous rappelions qu'il s'agit de quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, à la création, à la Bible ou à la religion. Et il parle de ce qui est intrinsèquement masculin et intrinsèquement féminin. Maintenant, il y a un problème. Il y a beaucoup de femmes athées qui sont
Il y a beaucoup de femmes qui sont athées parce que comme cette femme dont nous avons parlé, elle a fui la Somalie, le mariage forcé, essayant de trouver un foyer au sein de la communauté athée et n'étant pas très heureuse de ce qu'il a dit. Donc il a été critiqué pour ses propos. Il a répondu par un blog très long que je ne lirai pas en entier car il est très alambiqué et très long. Il s'intitule « Je ne suis pas le cochon le sexiste que vous recherchez ». Et sa stratégie pour réfuter les accusations du sexisme était de s'engager dans des déclarations plus sexistes dans la tragédie du bigot. Ce n'est pas du sectarisme. Donc il a dit... Et je pense que l'ancienne Therese considère les commentaires de Scott Morrison et ses commentaires qu'il fait dans le contexte du sexisme au sein du Parlement australien. Donc tout cela revient en force quand l'une de ses défenses est « J'ai été élevée par une mère célibataire, j'ai 2 filles, la plupart de mes rédacteurs ont été des femmes et mon dernier et meilleur rédacteur est toujours ma femme. » Ils reviennent toujours à ces narrations, à ces exemples genrés de trouver une personne de couleur à un rassemblement de Trump et de s'assurer qu'elle est sur la caméra. Vous savez, le mettre juste derrière Trump, mais légèrement excentré pour que Trump ne bloque pas la vue, pour que tout le monde sache qu'il est là. C'est toujours ce qui entre dans la défense. Je pense que c'était la défense de Scott Morrison pour expliquer pourquoi il a si mal géré le sexisme et les abus dans la politique australienne. Son genre de défense était « j'ai des filles ». Et j'ai aussi une partie de sa défense pour expliquer pourquoi il n'est pas le port sexiste que vous recherchez, il dit. Et beaucoup de femmes qui sont des leaders de la communauté athée ne lui ont pas pardonné ses propos. Voici les 4 leaders athées. Si l'on descend plus bas dans l'échelle des personnes fortement impliquées, on retrouve des femmes. Mais ces hommes sont les 4 cavaliers. Ils sont connus pour ça. Donc c'est Sam Harris. Et ça ne fait qu'empirer avec lui. Si nous n'avons pas de commentaires, je veux passer à Richard Dawkins. En 2011, Rebecca Watson, qui est une femme athée éminente. En 2011, elle a participé à un panel de discussion où elle a parlé du sexisme et de la misogynie au sein de la communauté athée. Elle est une oratrice éminente. Elle est féministe et elle avait des choses à dire sur la misogynie qui existe dans l'athéisme. En 2011, elle était dans un pays étranger. Elle a pris la parole lors de ce panel. Elle est allée dans un bar après et a traîné avec quelques personnes. Ils ont continué à parler. Et puis à 4 heures du matin, elle est partie pour aller dans sa chambre d'hôtel. Elle est entrée dans l'ascenseur pour aller dans sa chambre d'hôtel et l'un des hommes l'a suivie dans l'ascenseur et lui dit « J'aime ce que vous avez dit. Que diriez-vous de continuer à parler, de revenir dans ma chambre d'hôtel ?» De venir dans ma chambre d'hôtel. Dans son blog suivant, parce qu'elle publie régulièrement, elle a parlé du panel, des débats, et pendant 30 secondes, en racontant simplement comment sa semaine s'était déroulée, elle a mentionné ce qui s'est passé dans l'ascenseur et a dit « Je vais parler aux hommes. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Elle dit « J'étais dans un pays étranger, il était 4 heures du matin, j'étais seule dans un ascenseur et je venais de dire quelques heures à quel point il est facile pour moi d'être sexualisée dans cette communauté. » Et si vous voulez comprendre ce que je dis, ne me proposez pas dans les ascenseurs, ne me faites pas de propositions dans les ascenseurs à 4 heures du matin. Et c'était court ce qu'elle a dit. Richard Dawkins s'est exprimé sur Twitter. Et je ne vais pas le lire en entier, son blog. C'est un long message qu'il a publié. Mais les 4 premiers mots disent « Arrête de pleurnicher ». C'est le ton et ça continue de cette façon. Le reste est une description de la vie difficile des femmes en Arabie Saoudite, dans les pays islamiques,
they'll be stoned for. qu'elles seraient lapidées si elles trompent leur mari. He has said Et il a déjà dit publiquement, il veut juste que les femmes américaines se taisent parce que c'est trop. stop speaking of if someone Qu'elles arrêtent de parler. inappropriately touches you at the water cooler. Si quelqu'un Look what vous touche de manière appropriée à la fontaine du travail, writes this blog post making the regardez comment c'est pour les femmes dans d'autres pays. Donc il écrit ce blog sur Twitter. Il fait cette remarque. Mais ça commence par arrête de te plaindre, tu veux. Les gens ne le prennent pas bien, comme vous pouvez vous y attendre. Et les femmes de cette communauté athée lui écrivent et lui disent there's starvation in East Africa. il y a de la famine You en Afrique de l'Est en ce moment. Vous arrêtez de vous soucier que le créationnisme soit enseigné dans les écoles américaines. Si vous alliez faire un argument que c'est valable ailleurs, arrêtez de vous soucier de ce qui est enseigné dans les écoles. Laissez-les enseigner le créationnisme et allez vous occuper de ce qui est pire dans d'autres parties du monde. Et il répond à cet argument. Non, je ne faisais pas le point, ce n'est pas à propos de ça. Et je veux lire sa deuxième critique de Rebecca, sa deuxième critique faite à Rebecca Watson. Richard Dawkins dit, l'homme dans l'ascenseur ne l'a pas touché physiquement, il n'a pas essayé de lui barrer la route pour sortir de l'ascenseur, il n'a même pas utilisé un langage grossier à son égard, il lui a dit quelques mots, juste des mots. Elle a sans doute répondu par des mots, c'est tout, des mots, seulement des mots, et apparemment des mots assez polis. Le sentiment de Rebecca que la proposition de l'homme était effrayante était sa propre interprétation de son comportement, probablement pas le sien. Donc je m'arrête pour une minute. Elle a trouvé l'interaction effrayante, mais c'est juste son interprétation de son comportement. Revenant à la citation, elle a probablement été offensée de la même mesure que moi, Richard Dawkins. Je suis offensée si un homme entre dans un ascenseur avec moi en mâchant un chewing-gum, mais qu'il ne me cause aucun dommage physique et que je fais simplement la grimace jusqu'à ce que lui ou moi nous sortions de l'ascenseur. Ce serait différent s'il m'attaquait physiquement. Alors, Richard Dawkins, je n'en sors qu'un exemple en fait. J'en ai un deuxième. Un des deux exemples de la façon dont Richard Dawkins a répondu au mouvement MeToo. Nous sommes en 2011, le mouvement MeToo n'est même pas encore commencé, donc vous pouvez vous imaginer comment il est maintenant. Mais beaucoup, même des athées aujourd'hui, souhaiteraient qu'il se taise. Mais ce sont les 4 hommes qui ont mené l'athéisme du XXIe siècle. Ces hommes, plus que tout autre, ont façonné la pensée, l'esprit de millions d'hommes qui adhèrent à cette trinité d'extrême droite. La philosophie libertaire, l'athéisme et le mouvement et les droits de l'homme, des hommes. Et l'athéisme est beaucoup plus large de ce que dit Richard Dawkins. Il s'agit de l'évolution de la façon dont les hommes et les femmes se sont développés au cours des millénaires. Son argument, c'est que les femmes américaines font une grosse affaire pour rien. Et je veux aussi que nous voyions son autre point dans cette citation. Et c'est quelque chose qui montre aussi le lien entre l'athéisme, les leaders de la pensée athée et le libertarianisme. Il s'agit de la liberté d'expression. Et rappelez-vous que cette femme n'a pas demandé que l'homme qui lui a fait des offenses dans un ascenseur soit emprisonné ou puni. Tout ce qu'elle demande, c'est qu'ils arrêtent. Donc le fait qu'ils prennent cela comme une attaque contre la liberté d'expression montre à quel point la pensée libertaire et l'idée de la liberté d'expression sont liées à la deuxième partie de la Trinité. Vous voyez les 3 parties de la Trinité dans cette citation. Il y a l'athéisme, parce que c'est Richard Dawkins, et nous allons voir pourquoi ils sont si misogynes. Mais vous voyez aussi les droits des hommes, et vous voyez aussi le libertarisme, parce que c'est une question de liberté d'expression. Et ce sont ces hommes en particulier, je pense à Sam Harris, plus que nous ne le pensons, qui dès 2001, alors qu'ils étaient jeunes, ont essayé de comprendre le contexte du 11 septembre. Ils ont essayé de comprendre la guerre en Irak.
understand la religion et la société, as religion, alors que la religion perdait du pouvoir aux États-Unis et que le sécularisme se développait. a large proportion of young Une grande partie des hommes qui suivaient ce genre de philosophie we have no thoughts or comments. nous n'avons pas de pensée ou de commentaires. Aujourd'hui, beaucoup de personnes écoutent. Je pourrais avoir vos idées la semaine prochaine. But I want to go to a worse example. Mais je veux passer à un exemple plus grave. Richard Dawkins. Il y en a quelques-uns avec Richard This Dawkins. is, I think this is a little bit. Je pense que cet exemple est un peu plus récent. There is another prominent. Il y a un autre écrivain sceptique de premier plan, Michael Sherman. Il ne fait pas partie des cavaliers, Still prominent mais il est toujours en vue in the atheistic community. dans la communauté athée. He's a writer, and C'est un écrivain a couple of women et deux femmes accused him of sexual l'ont harassment. accusé de harcèlement sexuel, puis une troisième femme. Claimed that Ainsi, deux femmes ont affirmé qu'il les avait harcelés sexuellement, puis une troisième femme a pris la parole Dawkins told a story et a raconté qu'il l'avait emmenée dans sa chambre while she was extremely alors qu'elle était extrêmement ivre et trop ivre pour consentir sex with her. et qu'il avait eu des relations sexuelles avec elle. Elle ne voulait pas que ça se produise, mais elle était ivre et c'est un viol. Même si les gens ne sont pas tous d'accord pour appeler cet acte un viol, mais c'est un viol. Elle n'a pas donné son consentement. Donc deux femmes accusent Michael Sherman et racontent leur histoire. Et Richard Dawkins encore parle sur Twitter. Il dit, il parle de façon sarcastique. Officier, ce n'est pas ma faute si j'étais ivre au volant. Vous voyez, quelqu'un m'a fait boire. Ce qu'il fait, il compare des rapports sexuels forcés avec le choix de conduire en état d'ivresse. Si vous avez un accident, que vous êtes ivre, vous êtes responsable. Donc, il dit que la femme en se saoulant est responsable de ce qui lui est arrivé. Il a subi des critiques. Il a dit qu'en fin de compte, si vous voulez être en mesure de témoigner et d'emprisonner un homme, ne vous saoulez pas. Donc, en d'autres termes, l'homme est la victime parce que la femme était ivre et qu'elle peut maintenant témoigner et le mettre en prison. L'article est critique sur sa position et dit que pour quelqu'un qui est censé être rationaliste, Dawkins a refusé de reconnaître la différence fondamentale entre faire le choix d'enfreindre la loi et être victime d'un crime. Mais seulement pour le viol, bien sûr. Il est peu probable que Dawkins pense que c'est votre faute si vous êtes là à vous occuper de vos affaires en état d'ébriété et que quelqu'un vous frappe sans raison. Mais si l'agression se produit avec un pénis au lieu d'un poing, dans l'esprit de Dawkins, la victime est soudainement la personne en faute. Dawkins a passé les dernières années à utiliser Twitter comme plateforme pour s'en prendre aux féministes qui osent parler de harcèlement et d'abus sexuels. Il s'est non seulement précipité à la défense de Sherman concernant les allégations d'agression sexuelle, mais il s'est également précipité à la défense de Harris concernant les allégations de sexisme, même si le sexisme de Harris est tellement hors norme qu'il en devient carrément comique. Malheureusement, ce mépris pour les femmes qui vient du sommet se répand dans les rangs, permettant aux misogynes de tous les jours qui ne croient pas en Dieu de se sentir justifiés dans leur haine des femmes. Par la suite, il existe une communauté en ligne florissante de personnes qui vivent pour harceler non seulement les femmes, mais les femmes athées en particulier. Donc il y a aussi des femmes athées éminentes. Certaines d'entre elles ont écrit des livres dans lesquels elles parlent de leur fuite de la communauté athée.
Richard Dawkins a noté sarcastiquement dans son post que les hommes ont étonnamment des droits aussi. Il semble très préoccupé par la liberté et le féminisme comme une arme pour cibler, emprisonner les hommes. Someone wrote about it's quite libertarian. It sounds libertarian. It's all okay in the elevator. Oui, c'est assez libertaire. Tout va bien dans l'ascenseur jusqu'à ce qu'elle soit physiquement attaquée, parce que cet homme dans l'ascenseur, il doit avoir sa liberté de parler, To speak, to proposition. de proposer. Again, even in that elevator. Encore une fois, même dans cet ascenseur, vous avez l'égalité. Vous voyez l'égalité. En tant que femme traitée avec respect dans la société, l'égalité entre en conflit avec la liberté d'expression. Et je pense que Richard Dawkins serait le premier à dire « Je ne suis pas tellement d'accord avec ce que tu dis, mais je défendrai jusqu'à la mort son droit de le dire. » Ce qui est exactement ce qu'il vient de faire. Il a défendu sur Twitter le droit de cet homme à harceler sexuellement une femme. Et encore une fois, elle ne demandait pas l'emprisonnement de cet homme. Elle demandait juste un changement de société. Ça empire. Marie, est-ce que j'ai raté ta main ou est-ce que j'ai manqué la main des gens qui voulaient parler? C'était une main levée ou c'était pour quelque chose d'autre? C'était juste avant, quand tu as demandé est-ce que quelqu'un a des commentaires ou des questions. J'ai levé ma main. Je continue de penser, quand tu as parlé de cette liberté versus l'égalité, et l'argument que je ne serais pas d'accord, je me battrai jusqu'à la mort pour votre droit à la parole, pour moi ça semble un peu hypocrite, c'est de l'hypocrisie. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre le voit de cette façon. C'est comme ça que je le ressens. Oui, c'est très hypocrite. C'est tout. It might be a hard way. You finished? Sorry? You finished? Oh no, I'm just going to say it might be an unusual way. C'est peut-être une façon inhabituelle de le décrire, mais c'est juste la façon dont je le vois. Il ne défendait pas le droit de la femme à parler. Hein. Il y a une hypocrisie là. Et je vais parler de cette hypocrisie quand on parle du libertarisme. Joséphine. Je voudrais vous faire un commentaire sur Richard Dawkins, sur son commentaire. Si vous êtes ivre et que vous conduisez et que vous avez un accident, alors c'est votre faute. Ensuite, il dit quelque chose au sujet de la femme. Si vous buvez et que vous êtes harcelé, alors c'est votre faute. Évidemment, ce n'est pas une pensée très rationnelle pour moi. Et je pense à une femme, parce que c'est arrivé dans une conversation récemment. Eh bien, elle taquinait cet homme. Elle ne l'a pas vu comme ça, mais étonnamment, elle a été harcelée sexuellement. C'est une femme qui défend un homme pour avoir fait une telle chose. Je ne suis pas d'accord avec ce fonctionnement et je ne suis pas d'accord avec Richard. C'est triste que ça se passe à une femme et que ce soit une femme qui défende, une femme qui est censée être chrétienne et qui parle comme une athée. Ce n'est pas un processus de pensée qui se limite au christianisme, parce que nous l'avons vu à maintes reprises dans le protestantisme, dans l'adventisme, dire « elle ne devrait pas s'habiller de cette façon ». Et maintenant, vous le voyez reflété dans les leaders les plus importants de l'athéisme du XXIe siècle. Et vous pourriez dire « ce n'est pas rationnel ».
Mais dans leur esprit, ça l'est. Okay, say I drink. Parce que d'accord, je bois, je prends le volant de ma voiture, je conduis, je heurte un mur de briques. Je ne sors pas de ma voiture en disant « Je suis désolé, officier, The brick wall. c'est la faute du mur de briques. Le mur de briques n'aurait pas dû être là. C'est parce que moi, j'étais ivre et que j'ai pris le volant. Aucun officier ne va accuser le mur de briques. Donc quand une femme se saoule et se fait violer, It's kind of like turning the man into the brick wall. c'est un peu comme transformer l'homme en mur de briques. Le mur de briques ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi? Saying the man can't help it. Qu'est-ce qu'il dit à propos de l'homme? Il dit que l'homme ne peut pas s'en empêcher. Pourquoi l'homme ne peut-il rien faire? Brick wall. Parce qu'il est le mur en briques. Brick wall can't help it. If I get drunk and play. Un mur de briques ne peut pas s'en empêcher. If I am, say I am attractive, and I don't think Si I je am suis, in the 21st century, and we're si je suis, disons que je dis je suis attirante, mais je ne le suis pas. Mais disons que, ok, je suis attirante, je me saoule et que then becoming rich. je flirte avec un homme. Comment devient-il alors dans l'esprit de Richard Dawkins? Comment cela devient-il ma faute et non la sienne? Parce que c'est juste un mur de briques. Un mur de briques fait ce qu'il fait. Joséphine ou quelqu'un d'autre. Je cherche des mains. Catherine. Mr. Dawkins est très attaché à l'évolution. Je pense qu'il pourrait l'aborder de cette façon. Comme la perspective des hommes et de leur biologie. Tu sais, ce côté animal en eux qu'ils ne peuvent pas contrôler. Why did Sam Harris say Pourquoi Sam Harris a-t-il dit il y a plus d'hommes que de femmes dans l'athéisme? Parce qu'ils ont cru à un genre de féminisme culturel en pensant qu'il y a une différence innée entre les sexes. Les hommes sont intrinsèquement, peut-être, je ne sais pas, mais ils ont eu leur façon particulière de fonctionner. Je ne sais pas quel mot I utiliser. went back to Sam Harris. Alors, je suis retournée voir les commentaires de Sam Harris et j'ai utilisé les mots Estrogen vibe? les femmes ont le surplus d'oestrogène. Oui, donc les hommes ont la testostérone et je suppose que si vous pouvez avoir confiance en vous, donc ils sont juste conduits par la testostérone et ils ne peuvent pas s'en empêcher. L'instinct animal prend le dessus, la testostérone monte et que pensez-vous qu'il va se passer? Lynn, Oui, Lynn, I'm just going to say a similar thing that j'allais dire une chose similaire. like this view considers Ils male vont to be logical, considérer comme ce point de vue que les hommes sont logiques et rationnels, sauf quand il s'agit de sexualité. Alors ils ne peuvent rien faire. Ensuite, vous savez, la testostérone prend le dessus, la logique et le rationalisme disparaissent. Donc, c'est juste une excuse pour dire que les hommes ne peuvent pas combattre contre cela et les femmes s'affichent. Elles sont responsables de ce qui leur arrive. Donc, vous savez, les hommes sont complètement impuissants apparemment quand il s'agit de sexe. Nous avons le taux supplémentaire d'estrogène comparé et contrasté avec ce qui rend un homme aussi responsable qu'un mur de briques quand il viole une femme attirante et ivre. Et je pense qu'il est pertinent de lier cette pensée à leur système de croyance. Qu'y a-t-il dans l'athéisme qui attire les groupes de défense des droits de l'homme? Qu'est-ce que les groupes de défense des droits des hommes ont de si attirant pour les athées? Et en quoi la philosophie libertaire convient-elle aux deux? Je sais que le temps nous est compté et mais je veux m'attarder sur Christopher Hitchens. Il a écrit un article en 2007 pour Vanity Fair et je ne plaisante pas. L'article est intitulé « Pourquoi les femmes ne sont pas drôles ».
was one of his favorite. Apparemment, c'était l'un des sujets favoris pour expliquer pourquoi les femmes ne sont pas drôles. Ironically enough, Et assez ironiquement, maniacally, j'ai peut-être ri de façon maniaque pendant la majeure partie de but I l'article, think that was not mais je sais que ce n'était pas le type d'humour qu'il décrivait. what he was describing. So, Christopher Donc Hitchens Christopher Hitchens écrit en 2007 un article « Pourquoi les femmes ne sont-elles pas drôles ?» et je vais simplement lire quelques extraits. Maintenant, pourquoi est-ce le cas? Pourquoi est-ce le cas? Je veux dire, pourquoi les femmes qui ont tout le monde masculin à leur merci ne sont-elles pas drôles? Ne faites pas semblant de ne pas savoir de quoi je parle. Pourquoi les hommes, en moyenne et dans leur ensemble, sont-ils plus drôles que les femmes? Eh bien, pour une chose, ils ont sacrément intérêt de l'être. Je passe ces gros mots. La principale tâche qu'un homme doit accomplir dans la vie est d'impressionner le sexe opposé. Et Mère Nature, comme nous l'appelons en riant, n'est pas si gentille avec les hommes. Je voudrais donc que vous fassiez attention à 2 ou 3 choses en lisant les extraits de cet article. Tout d'abord, il dit « Ne prétendez pas ne pas savoir de quoi je parle. » En d'autres termes, il dit « Pensez rationnellement, ne pensez pas émotionnellement. » Ou vous pensez. Pensez rationnellement et arrêtez de prétendre que vous ne savez pas de quoi je parle, comme si les femmes étaient aussi drôles que les hommes. Mais remarquez aussi comment il place systématiquement les hommes en tant que victimes dans la société, en tant que supprimés dans la société, en tant qu'hommes qui souffrent dans la société. Ce sont les hommes qui ont un sort difficile dans la vie. Tout d'abord, les femmes ont tout le monde masculin à leur merci. Puis les hommes, c'est dur, la mère nature n'est pas tendre avec les hommes. La principale tâche qu'un homme doit accomplir dans la vie est d'impressionner les femmes. Donc, encore une fois, il dit constamment que les femmes sont celles qui détiennent le pouvoir dans la société. Les hommes sont les plus vulnérables, les victimes. Les femmes ont tout le pouvoir parce qu'elles choisissent leur partenaire sexuel et qu'elles n'ont pas à faire d'efforts. Les femmes n'ont pas besoin de séduire les hommes de cette manière, en étant drôles. Elles attirent déjà les hommes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il essaie d'expliquer pourquoi les hommes sont plus drôles que les femmes. Et il va donner un certain nombre d'arguments, mais l'un d'entre eux est que les hommes, par les dictats de Mère Nature, d'évolution, le rôle fondamental de l'homme dans la vie est d'impressionner une femme pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle. Ainsi, ils peuvent procréer, avoir un bébé et continuer la race humaine. Les femmes n'ont pas besoin de faire autant d'efforts pour impressionner les hommes parce qu'elles ont un corps à utiliser au lieu d'une personnalité et d'un sens de l'humour apparent. Il essaie d'éviter d'être sexiste en disant que les femmes ont un sens de l'humour. En tout cas, voilà ce qu'il dit. En tout cas, mon argument ne dit pas qu'il n'y a pas de femmes humoristes décentes. Il y a plus d'horribles comédiennes que d'horribles comédiens, mais il y a des femmes impressionnantes. L'humour masculin préfère que le rire soit aux dépens de quelqu'un et comprend que la vie est probablement une blague au départ et souvent une blague de très mauvais goût. L'humour fait partie de l'armure avec laquelle on résiste à ce qui est déjà suffisamment grotesque. Ce n'est peut-être pas une coïncidence si battus comme ils le sont par cette nature, les hommes ont tendance à qualifier la vie alors que les femmes bénissent leur cœur tendre, préféreraient que la vie soit juste et même douce plutôt que la vie sordide qu'elle est en réalité. Il y a tellement de couches de misogynie dans tout cela. Je ne sais pas par où commencer, mais pour en sortir une, les hommes utilisent l'humour comme mécanisme de défense pour faire face à la vie car ils voient la vie telle qu'elle est. Les femmes bénissent leur cœur tendre, ce qui ne me plaît pas du tout. Je préférerais que la vie soit juste. Si vous décomposez ce qu'il dit que les hommes voient le monde rationnellement et quand ils voient rationnellement comme le désordre sordide qu'il est, ils ont besoin de l'humour comme d'une
plaque de protection pour faire face à la vie. Les femmes qui préfèrent que la vie soit juste et douce n'ont pas besoin de ce mécanisme de protection. Si ce point contredit directement un point futur qu'il fait, que les femmes doivent être plus sérieuses parce qu'elles sont programmées pour essayer de garder un bébé en vie. Donc précisément parce que l'humour est un signe d'intelligence, beaucoup de femmes croient ou ont été enseignées par les mères qu'elles deviennent menaçantes pour les hommes si elles semblent trop intelligentes. Il se pourrait que d'une certaine manière, les hommes ne veulent pas que les femmes soient drôles. Et il existe un énorme réservoir de malaise masculin qu'il serait trop facile pour les femmes d'exploiter. Encore une fois, ce que Christopher Hitchens fait, c'est qu'il dit que peut-être, juste peut-être, les hommes trouvent les femmes menaçantes si elles semblent trop brillantes. Les hommes préfèrent être les orateurs devant un public. Les hommes ne veulent pas que les femmes soient des rivales, alors les femmes ont intérêt d'être plus discrètes et ne pas essayer de remplir ce rôle. Mais même ce sexisme, il le place immédiatement dans un contexte qui dit qu'il y a tout ce malaise masculin et que cela donne à certaines femmes quelque chose à exploiter. Donc encore une fois, qui est la victime? Les hommes ne veulent pas que les femmes soient des rivales, les hommes ne veulent pas que les femmes aient un public, et les hommes veulent que les femmes paraissent moins intelligentes. C'est quelque chose que les femmes peuvent exploiter. C'est une vulnérabilité que les hommes ont. Vous voyez donc comment il fait des hommes des victimes et des femmes des victimes alors qu'il vient de dire qu'elles doivent paraître moins intelligentes pour être tolérées dans la société. Comment nous détournons cela pour faire des hommes des victimes? Il se lance dans ce que Gina Ripon désapprouverait fortement en essayant d'expliquer le fonctionnement du cerveau. Il continue, pour les femmes, la reproduction est, si ce n'est la seule chose, certainement la principale, en plus de leur donner une attitude très différente face à la saleté, à la gêne, elle leur confère un sérieux, une solennité que les hommes ne peuvent que googler. Les hommes doivent prétendre à être, même aux femmes, qui ne sont pas les serviteurs et les suppléants. Les femmes, toutes fourbes qu'elles sont, doivent s'efforcer de ne pas être des potentats. En fin de compte, il dit que sa position est selon laquelle les femmes sont celles qui contrôlent la société. Le patriarcat est un acte soigneusement orchestré que les hommes et les femmes jouent. Les hommes font semblant d'être serviteurs, donc les hommes font semblant de ne pas être des serviteurs et des suppléants. Il dit donc que les hommes sont des serviteurs et des suppléants des femmes et que tout cela est lié au fait que les femmes ont le pouvoir. Il dit qu'elles ont le pouvoir grâce à leur capacité de se reproduire. Tout est lié à l'attirance physique, car apparemment les femmes ont un corps pour attirer les hommes. Un corps que les hommes trouvent attirant. Donc, il est en train de dire que les femmes, elles sont rusées et elles doivent faire semblant. Donc, encore une fois, les femmes sont en quelque sorte en train d'orchestrer tout cela. Donc, il dit, l'humour, si l'on veut être sérieux, découle du fait inéluctable que nous sommes tous nés dans une lutte perdue d'avance. Celles qui risquent l'agonie et la mort pour amener des enfants dans ce fiasco ne peuvent tout simplement pas se permettre d'être trop frivoles. Et il n'y a pas beaucoup de blagues pour l'épisiotomie, même dans le répertoire masculin. Je suis certain que c'est aussi en partie la raison pour laquelle dans toutes les cultures, ce sont les femmes qui sont les piliers de la religion. Il va donc être d'accord avec Samaris d'une certaine manière ici. Les femmes qui sont les piliers de la religion, qui est à son tour l'ennemi officiel de tout humour. Un petit reniflement qui se transforme en sifflement, une petite coupure qui devient sceptique, un cercueil pathétiquement petit et l'univers de la femme est laissé en cendres et en ruine. Essayez d'être drôle à ce sujet si vous voulez. C'est donc le lien de la femme avec l'accouchement et les enfants qui la rendent incapable du sens de l'humour
dont sont capables les hommes, parce qu'apparemment l'univers d'un homme n'est pas aussi bouleversé par la mort d'un de ses enfants. Oscar Wilde est la seule personne qui ait jamais fait une blague décente sur la mort d'un nourrisson, et ce nourrisson était fictif, et Wilde était, bien que 2 fois père, un homosexuel. Rappelez-vous qu'on est en 2007, c'était 1 an avant l'élection d'Obama. Nous ne sommes pas en 1957 ou en 1897. Nous sommes en 2007. Et je continue de citer. Et parce que la peur est la mère de la superstition, et parce qu'elles sont de toutes sortes en partie gouvernées par la lune et les marées, les femmes sont donc gouvernées par la lune et les marées. Les femmes se laissent ainsi plus facilement séduire par les rêves, par la superstition, par les dates prétendument significatives comme les anniversaires, par l'amour romantique, par les cristaux et les pierres, par les médailles et les reliques, et par d'autres choses dont les hommes savent qu'elles sont surtout destinées à la moquerie et à autre chose. Il y a quelque chose de moins drôle que d'entendre une femme raconter. Y a-t-il quelque chose de moins drôle que d'entendre une femme raconter un rêve qu'elle vient de faire? Donc enfin, il conclut en disant « Les femmes deviennent plus drôles en vieillissant. L'observation me suggère que cela pourrait être vain, mais excusez-moi, n'est-ce pas un peu long à attendre ?» C'est la fin de son article. C'est comme ça que ça se termine. Donc, ça se termine encore avec lui comme victime. Pauvre Christopher Hutchkin. J'en ai cité que des parties. Et pour être honnête, c'était difficile de savoir quelle partie citer. Mais j'ai pris des parties pour illustrer la misogynie qui traverse l'athéisme du XXIe siècle. Nous avons cité un tout petit peu de ce que vous trouverez sur Richard Dawkins et Samaris. Et il ne manque plus qu'un article de Christopher Hitchens. Les principales voix qui ont gouverné l'athéisme philosophique entre 2001 et l'élection de Donald Trump. Donc, comme vous lisez cet article de Vox et qu'il s'adresse à des hommes de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui relient l'athéisme au libertarisme, au groupe de défense des droits des hommes, l'athéisme n'a pas conduit à l'égalité des sexes ou à quoi que ce soit qui soit progressif. La misogynie est profondément enracinée dans l'athéisme et un article pour considérer que quelque chose comme ça, pour faire un commentaire sur Oscar Wilde, le traitant de homosexuel et suggérant que d'une certaine manière, ça l'a rendu capable de parler en plaisantant de la mort d'un enfant. Vanity Fair n'est pas un journal d'extrême droite. Ce n'est pas une source que je consulterai pour trouver des informations. Mais il n'est pas anormal qu'il produise ce type d'article en 2007. Je ne pense pas que mon rire en le lisant soit emblématique du sens de l'humour qu'il veut donner aux femmes. Donc nous sommes sur le point de conclure. Donc nous allons revoir ce qu'on a vu parce que j'ai presque fini ce que je voulais dire. Donc j'espère que si cela ne vous dérange pas, je vais juste dire quelque chose pour conclure. On regarde à la Trinité. Je ne suis pas revenue sur le libertarisme. Mais pourquoi? Non pas dans le passé de l'Amérique, mais dans son futur. Trouvez-vous l'athéisme lié à l'extrême droite, lié à un courant politique dont nous avons répété pendant des années qu'il s'agissait de Jerry Falwell, de l'Église et de l'État, de l'évangélisme, et c'est le cas. Mais ils ne sont qu'une partie de la surface d'une culture qui est une subculture qui existe dans une culture plus large qui est celle de la droite. Ils sont en quelque sorte ce qui est donné si le monde devait durer quelques générations, s'enfonçant davantage dans le futur. Je voudrais terminer par quelques citations. Celle-ci est un article. Comment les militants des droits des hommes trouvent-ils des alliés improbables dans le nouvel athéisme, MeToo, la manosphère et l'Église, et aussi le féminisme? Ils vont citer un activiste des droits des hommes de l'extrême droite. Il dit « J'ai découvert que la seule
raison biologique pour laquelle les femmes existent est de se reproduire et de nourrir. Les femmes, c'est de se reproduire et de nourrir les jeunes. Pour les hommes, c'est de se reproduire, de protéger les femmes et de contribuer au grand projet connu sous le nom de civilisation. Je continue. L'affirmation selon laquelle la capacité de raisonnement de la femme correspond à celle de l'homme est l'humorisme. Ils sont donc fondés sur la raison et leur argument fondamental est que, en raison de la façon dont l'évolution a développé deux sexes côte à côte, un genre n'est pas programmé pour penser avec la rationalité de l'autre grâce à ce que l'évolution a développé. L'affinité entre les valeurs d'un nouvel athéisme et de la manosphère est la plus claire dans la popularité de l'expression l'Église du féminisme. Des femmes se manifestent au sujet de la prévalence des agressions sexuelles. Ils répondent que l'Église du féminisme sème la panique morale. Et c'est une chose que Sam Harris a tweeté. Il a partagé un article qui a également partagé sur Reddit. Et ces communautés Reddit, il a partagé un article sur Reddit et il dit que les féministes, le mouvement MeToo crée une panique morale. Donc le revers de la médaille de la valorisation de la rationalité par le nouvel athéisme et de la manosphère est qu'il identifie nécessairement leurs détracteurs comme irrationnels. Pour la manosphère, l'ennemi est la femme désespérément irrationnelle. Pour le nouvel athéisme, l'ennemi est l'irrationalité elle-même. Mais à mesure que les adhésions et la rhétorique des deux groupes se rejoignent, le nouvel athéisme finit de plus en plus par tirer sur les mêmes cibles que les misogynes flagrants. Ils finissent par dire la même chose. Alors que MeToo continue à promouvoir des conversations sur la dynamique et les droits des gens, les néo-athées pourraient trouver qu'il est temps d'être clair sur les engagements idéologiques ou bien de voir ces engagements décidés pour eux par la base. J'ai quelques autres points que je voulais lire et faire sur la façon dont l'évolution développe cette pensée, mais je veux juste conclure sur cette seule phrase. Ce que cet auteur veut dire, ce que ses leaders veulent dire, et les plus actuels, et les leaders du nouvel athéisme veulent dire, c'est tout simplement l'athéisme du XXIe siècle. Si les leaders de l'athéisme d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas clairs sur ce que sont leurs engagements idéologiques, essentiellement leur position sur la guerre culturelle, sur les droits des femmes, sur les LGBTQ, sur les droits civils, sur la liberté contre l'égalité, s'ils n'indiquent pas clairement leur position, ce ne sont pas eux, ce ne sont pas ces dirigeants qui décideront de la place de l'athéisme. C'est leur base. Et c'est ce qui se passe. C'est l'article de Vox. C'est tous les hommes qui ont été fortement influencés dans leur pensée par l'athéisme moderne, par la façon dont l'athéisme moderne promeut et partage la misogynie, étiquetée comme une pensée rationnelle. C'est cette base qui décide qu'ils appartiennent aussi à la communauté d'extrême droite dans le cadre de cette Trinité. Donc nous allons finir et nous allons revenir et nous prendrons les commentaires et les questions. Nous reviendrons la semaine prochaine sur ce point et nous retournerons après sur le libertarianisme, l'autre point de cette doctrine de la Trinité. Alors, qui vous souhaite prier pour conclure? Est-ce que quelqu'un veut conclure? Joséphine? Josephine? I didn't unmute. Yes. Sorry. Oui, je n'avais pas ouvert mon son. Shall we pray? Pouvons-nous prier? Dear Lord in heaven.
Cher Seigneur du Thank you ciel, so much for this nous Vespers te service. remercions beaucoup pour ces Thank you for the réunions. fact that we Nous have te learned so much. remercions pour le fait que nous avons tant And appris. it's like piercing into C'est comme percer Orion. Orion. There's so much more light Il y a there to tellement see. plus de lumière là-bas à voir. And I'm so grateful. Et je suis si reconnaissante pour ton Thank you for the enseignement, leaders. Seigneur. And thank Merci you for pour each les and every leaders. one that is attending Merci pour tonight. chacune des personnes Thank you qui assistent à cette réunion ce church members soir. at large. Merci pour les membres de l'Église dans leur ensemble qui vont regarder les Pray vidéos. that they will Je appreciate prie the pour que message le and message soit apprécié find it enlightening. et qu'ils trouvent que ça soit Increase éclairant, knowledge and understanding for all of qu'ils us. comprennent cette augmentation de la connaissance Bless those who participated tonight. et bénis tous ceux qui ont participé ce soir, qui écoutent, qui contribuent. Bénissez la musique, Madame Bennett. Mrs. Bennett, and thank you, Lord, and we look forward Merci, to the Seigneur. Sabbath where we Et can nous attendons eat avec impatience le sabbat où nous pourrons être nourris again, and may we overflow. et que nous This puissions is our déborder. prayer in Jesus' C'est wonderful notre name. prière au nom de Jésus, au nom merveilleux de Jésus. Amen.